Si je vous parle des animaux qui nous ont aidés à mieux comprendre la vie, à quoi pensez-vous? Aux drosophiles, qui ont révolutionné la génétique? Aux chimpanzés, qui nous enseignent les origines de l'intelligence? Ou peut-être aux souris, qui nous aident à comprendre les maladies humaines? En tout cas, il est peu probable que vous pensiez spontanément aux lézards qui traversent votre jardin. C'est une erreur, car les scientifiques ont trouvé beaucoup de réponses à leurs questions en s'intéressant à une famille particulière de lézards. Comment ces animaux s'adaptent-ils à différents environnements? Comment tant d'espèces peuvent-elles coexister au même endroit? À quel rythme ces espèces évoluent-elles? Depuis un siècle, chaque fois que les scientifiques se posent de grandes questions sur le monde qui nous entoure, ils se tournent vers les lézards Anolis. Je m'appelle Neil Lozin. Et moi, Nate Dappen. Neil et moi, nous sommes à la fois biologistes et réalisateurs. Nous nous sommes embarqués pour un voyage d'1 an qui va nous conduire de forêts lointaines en îles minuscules, jusque dans des labos high-tech au cœur des grandes villes. Tout ça pour mieux observer ces petits lézards qui ne sont jamais là où on les attend. Quand ils affrontent leurs adversaires, qu'ils échappent aux prédateurs pour survivre dans les environnements hostiles, cette espèce de lézard fait preuve d'une capacité d'adaptation très ingénieuse. Et il nous enseigne au passage que l'infinie complexité de la nature repose sur quelques lois toutes simples. Ouais, tu l'as! Un des plus rares Anolis du monde. Nous allons découvrir ensemble comment ces tout petits lézards sont en train de changer notre conception de la vie sur Terre. Tous les biologistes spécialisés dans ce domaine se souviennent avec émotion de leur premier lézard. Le premier de mon ami Nate était un étrange spécimen du Costa Rica, un lézard de rivière, l'Anolis bateatus. Nate et moi, on s'est rencontrés pendant notre thèse et durant ces 10 dernières années, on est devenus collaborateurs, associés et meilleurs amis. Pendant tout ce temps, Nate n'a pas arrêté de me parler de son Anolis des rivières. Alors voilà, nous partons aujourd'hui pour les montagnes du Costa Rica que Nate connaît bien, afin d'y chercher ce drôle d'Anolis, sans qui, mon ami, ne serait jamais devenu biologiste. Si vous avez la chance d'en apercevoir un, il va commencer par se déplacer de l'autre côté du rocher ou de la branche sur laquelle il se trouve. Et s'il pense que vous représentez une menace, il va faire quelque chose d'incroyable. Parfois, l'Anolis réapparaît en aval au bout de quelques secondes, sans qu'on puisse vraiment prévoir où il va ressurgir. D'autres fois, il disparaît tout simplement. Mais pour aller où? On a plongé notre caméra sous l'eau et là, on a pu filmer un comportement encore inconnu des chercheurs. Cette femelle est allée s'agripper à un caillou sous l'eau pendant près de 10 minutes. On avait l'impression qu'elle retenait son souffle. Mais en scrutant les images de plus près, nous avons remarqué quelque chose qui nous a estomaqués. Si vous regardez bien, vous verrez une petite bulle d'air qui enfle et se rétracte sur sa tête. On dirait qu'elle réinspire son air, comme un plongeur qui recyclerait son oxygène. Aujourd'hui, les chercheurs de l'Université de Toronto essaient de mieux comprendre ce mécanisme de réutilisation de l'air. Première règle d'or quand on s'intéresse aux lézards Anolis, aimer les surprises. C'est un début encourageant pour cette aventure à laquelle Neil et moi pensons depuis notre rencontre. J'ai connu Nate Dappen en 2008 au Costa Rica. On suivait tous les deux le même cours de biologie tropicale. On aurait dit des jumeaux. Même taille, même carrure.
On pouvait échanger nos vêtements en cas de besoin. On étudiait tous les deux l'évolution, on adorait tous les deux la photo. Alors, de deux choses l'une, soit on devenait des rivaux, soit on conjuguait nos forces. Heureusement, pour Nate bien sûr, on a pris la deuxième option. Et on a commencé à travailler ensemble sur des expériences, des projets photos, et enfin, sur des films. Là, il a fallu choisir, continuer à faire de la recherche ou devenir réalisateur à plein temps. On a fini par décider d'un commun accord de se jeter à l'eau et de devenir réalisateur professionnel de films scientifiques. Depuis, on parcourt le globe pour faire des films sur la nature et les sciences. Parmi tous les sujets qui nous passionnent et que nous avons voulu aborder, celui des lézards anolis nous tenait particulièrement à cœur. On a toujours eu envie de raconter l'histoire de ces petites créatures qui ont énormément apporté pour notre connaissance de la vie sur Terre. On a tous vu des documentaires sur les lions, les requins, les éléphants, et pourtant, aucun de ces animaux n'a eu autant d'impact sur notre connaissance de la biologie que les anolis. Dans tous les domaines, évolution, écologie, génétique, physiologie et même biologie de la conservation. Un anolis, c'est quoi exactement? C'est un groupe d'espèces similaires qui vit dans les régions tropicales du continent américain. Il en existe pas moins de 400 espèces qui diffèrent par la couleur, la taille et le comportement. Mais malgré ces variations, les anolis partagent deux caractéristiques qui les distinguent des autres lézards. Il y a d'abord le fanon gulaire, une sorte de membrane de peau colorée qui se déploie au niveau de la gorge, et les setae, des poils très denses sous les doigts de leurs pattes qui leur permettent de grimper sur les surfaces lisses des feuilles. Certains lézards sont dotés d'un fanon gulaire ou de setae, mais les anolis sont les seuls à posséder les deux. Le fanon sert à communiquer avec les autres membres de la même espèce. Les mâles s'en servent pour avertir les autres mâles. « Attention, c'est mon territoire, ne venez pas me chercher. » Ou encore pour attirer les femelles. « J'ai un grand territoire, regardez comme je suis beau. » Pour éloigner les rivaux, l'anolis mâle se livre à une démonstration bien précise. Il fait des sortes de pompes avec ses pattes et déploie son fanon. Si l'intimidation ne suffit pas, le face-à-face peut se transformer en un combat féroce. Si le mâle défend bien son territoire, il pourra attirer des femelles. Et avec un peu de chance, s'accoupler. Les anolis sont de redoutables chasseurs. Ils mangent à peu près tout ce qui tient dans leur bouche. Des insectes, des araignées, d'autres lézards, même quand ils appartiennent à leur propre espèce. L'autre particularité surprenante des anolis, c'est que des générations de scientifiques ont consacré leur vie à observer ces petits animaux. Pour comprendre pourquoi, laissez-nous vous présenter le spécialiste toute catégorie des lézards anolis. Si vous dites Anolis, tout le monde répond Jonathan Lossos. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Jonathan Lossos. Jonathan Lossos. Jonathan Lossos. Jonathan Lossos. Je dirais que Jonathan Lossos est le Bob Dylan de la biologie des Anolis. Léonard de Vinci. Le parrain. Le John Lennon. Le Barack Obama. Le Dumbledore de la biologie des lézards. Jonathan est vraiment le spécialiste absolu des Anolis. On parle aussi bien d'anolis que d'anol. Le mot latin est plus fréquent, mais il m'arrive d'employer les deux indifféremment. Jonathan est un fan des Anolis, mais surtout, c'est un scientifique génial. Nous avons retrouvé Jonathan au Costa Rica pour tenter de comprendre comment son nom s'est retrouvé si intimement lié à celui des anolis.
Il y a une vieille photo de moi à Miami. J'avais 8 ans et je venais d'attraper un anolis vert. J'avais l'air fier comme tout. Ça remonte à loin. On pourrait croire que Jonathan était prédestiné. Et depuis, j'étudie les anolis. Tu connais un bon jeu de mots avec les anolis? Oui, j'analyse les anolis. J'ai fait la connaissance de Jonathan après ma licence. Il a essayé de me convaincre d'étudier moi aussi ces petits protégés. Je m'en souviens très bien. Je me suis dit, ce type vit à Miami et il veut faire sa thèse en Espagne alors qu'il a des anolis plein son jardin. C'est n'importe quoi. Oui, et au final, ce que j'ai fait, c'est de convaincre ce monsieur. Pour la bonne cause. J'ai passé 3 ans à étudier les anolis à Miami, où ils font partie du décor. Tout le monde, les joggers, les gens qui promènent leurs chiens, sont habitués à les voir. Mais en général, ils sont surpris d'apprendre que je ne suis pas le seul cinglé à leur courir après, et que nous sommes en fait des centaines de biologistes, dont de grandes pointures internationales, à étudier cette espèce de lézard. Difficile de dire exactement combien de papiers ont été publiés sur les anolis. Je dirais 5000, peut-être 10 000. D'accord, beaucoup de gens s'intéressent aux anolis. Mais par où commencer? Peut-être dans le musée qui possède la plus grande collection de reptiles et d'amphibiens au monde, c'est-à-dire le Smithsonian Museum of Natural History. On a près de 600 000 spécimens d'amphibiens et de reptiles, dont 18 000 sont des anolis. Ces collections sont de véritables dictionnaires encyclopédiques de la vie sur Terre. Elles permettent aux chercheurs de savoir à quoi ressemblent les espèces aujourd'hui et comment elles ont évolué au fil du temps. Malheureusement, les fossiles d'anolis sont très rares. Jusqu'à récemment, leurs traces fossiles renseignaient peu sur leur histoire ancienne. Mais tout ceci a changé grâce à de récentes découvertes sur l'île de Hispaniola. Sur cette île, l'artisanat de l'ambre est très développé et depuis très longtemps. On l'utilise en bijouterie. Mais de temps en temps, il arrive qu'on trouve des bébés lézards dans des morceaux d'ambre. Une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Un anolis prisonnier de l'ambre depuis 20 millions d'années. Il y avait des bulles dans la pierre qui contenaient vraiment l'air que ce lézard avait respiré. Ces lézards piégés dans de l'ambre prouvent que les anolis vivent et évoluent sur les îles des Caraïbes depuis des dizaines de millions d'années. Ces concentrés d'histoire sont conservés dans les bocaux des collections du musée. Si on les regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'ils sont riches d'enseignements sur l'histoire de la vie sur Terre et son évolution. Pour percer les secrets que seuls les anolis peuvent nous révéler, nous allons devoir marcher dans les pas des chercheurs qui nous ont précédés. Direction les Caraïbes. Ici à Porto Rico, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans les Caraïbes, les îles sont de toutes les tailles et de toutes les formes. La première chose qui vous sautera aux yeux si vous allez sur les plus grandes, c'est qu'elles grouillent littéralement de lézards. Mais à y regarder de plus près, les anolis, tout comme les îles, sont de tailles et de formes très différentes. Comme chez les haltérophiles ou les danseurs classiques, leur morphologie nous en dit long sur leur mode de vie. Entrez dans une forêt portoricaine et vous comprendrez ce que je veux dire. Vous n'attendrez pas longtemps avant d'entrevoir votre premier anolis. Ce sera peut-être un anolis brun, avec de longues pattes sur un tronc d'arbre. Un peu plus haut, dans l'arbre, vous verrez peut-être un anolis vert, avec des pattes courtes qui grimpent à travers les feuilles et les branchages. Et à vos pieds, un autre avec une longue queue et des rayures, qui disparaîtra dans l'herbe si vous vous approchez. Là-haut, dans la canopée,
vous apercevrez avec un peu de chance un autre Anolis vert plus massif, avec une puissante mâchoire et de larges doigts. Et si vous attendez en silence, vous pourrez en repérer un tout petit avec une courte queue et des pattes robustes qui s'accrochent aux branches les plus fines. Ici, à Porto Rico, tous les Anolis vivent côte à côte. Mais ils ne se sont pas éparpillés au hasard. Chaque espèce se cantonne à une zone de la forêt. Près du sol ou en hauteur. Sur les troncs d'arbres ou sur les plus petites branches. Allons voir comment ça se passe dans une île voisine, le schéma sera plus clair. Ici, en République dominicaine, on trouve d'autres espèces qu'à Porto Rico. Pourtant, ce qui est identique si vous regardez bien, c'est que les espèces d'Anolis se trouvent dans les mêmes endroits qu'à Porto Rico. Les bruns à longues pattes sur les troncs d'arbres, ceux à longue queue et rayures dans l'herbe, les grands verts dans la canopée, et ainsi de suite. Les espèces sont différentes et pourtant elles paraissent étonnamment semblables d'une île à l'autre. Un peu comme si des acteurs sosies jouaient la même pièce, ici et là-bas. À travers les Caraïbes, tous les Anolis vivant dans une zone similaire de la forêt ont les mêmes caractéristiques, quelle que soit l'île. Ce schéma est tellement peu fréquent que les spécialistes ont inventé un mot pour le décrire. Ces types d'Anolis qui se retrouvent d'une île à l'autre sont appelés écomorphes. Chaque écomorphe porte le nom de l'environnement où on le trouve. On parle d'écomorphe sol-tronc, tronc ou tronc-cime, canopée, brindille ou encore herbe-buisson. Les îles de Cuba, d'Hispaniola, de la Jamaïque et de Porto Rico abritent des espèces différentes mais présentent toutes les mêmes écomorphes. Maintenant, on peut se demander pourquoi des lézards vivant dans des habitats identiques mais sur des îles différentes se ressemblent tant. Pourquoi ceux qui vivent près du sol ont de longues pattes alors que ceux qui vivent dans les arbres en ont des courtes? Pourquoi en haut des arbres, ils ont des doigts larges et sont souvent verts, alors qu'au sol, ils sont plutôt bruns avec des doigts plus petits? Jonathan a supposé que les traits anatomiques propres à chaque écomorphe aidaient ces populations à survivre dans telle ou telle partie de la forêt. Et pour mettre cette idée à l'épreuve, il a imaginé un plan ingénieux. En gros, on a organisé des Jeux olympiques pour lézards. Jonathan a capturé 15 espèces différentes à Porto Rico et en Jamaïque. Il a testé leurs performances en laboratoire à la course, au saut et à l'escalade. Les espèces qui vivent haut dans les arbres, les écomorphes tronc-cimes et canopées, ont les plus larges cétaées. Elles leur permettent en effet de s'agripper aux surfaces lisses comme les feuilles pour ne pas tomber. Les Anolis sol-tronc ont de longues pattes pour mieux sauter et courir vite sur les surfaces horizontales. Ce sont des caractéristiques essentielles quand on veut capturer ses proies ou échapper aux prédateurs au sol. Les Jeux olympiques de Jonathan ont confirmé son hypothèse, à savoir que chaque écomorphe s'est adapté pour se déplacer dans une partie spécifique de la forêt. On a découvert quelque chose de surprenant. On pensait que les lézards à pattes courtes seraient plus rapides sur des surfaces étroites, mais pas du tout. Les Anolis de l'écomorphe brindille ne sont peut-être pas rapides, mais ils ont un atout de taille. Ils ne tombent presque jamais des petites branches. À l'inverse, les Anolis à longues pattes ont un mal fou à se déplacer sur ces branches fines. Ils allongent leurs pattes pour attraper la branche. Parfois, ils la ratent et ils tombent. Avancez vite et sans risque de chute. C'est ce qui fait la différence non seulement pour manger à sa faim, mais aussi et surtout pour rester en vie. Imaginez une espèce d'Anolis vivant au ras du sol.
Le hasard veut que certains possèdent des gènes qui leur donnent des pattes plus longues que les autres. Ces lézards à longues pattes courent vite. Ils sont donc performants au sol pour attraper des proies, mais aussi échapper aux prédateurs. En moyenne, ces anolis-là auront plus de descendance que ceux à pattes courtes. Ils transmettront davantage de leurs gènes à la génération suivante. Par conséquent, après plusieurs générations, toute l'espèce aura évolué et sera dotée de pattes plus longues. C'est exactement le processus de sélection naturelle tel que Charles Darwin l'avait imaginé. Pour Jonathan, la sélection naturelle dans les différentes parties de la forêt pourrait donc expliquer pourquoi chaque écomorphe développe ses caractéristiques particulières. Le problème, c'est que personne n'a encore jamais pu observer cette évolution à l'œuvre. Pour moi, l'évolution, c'est un peu comme un roman policier. On a une énigme. Que s'est-il passé et pourquoi? Et comme on ne peut pas remonter le temps, on doit utiliser le moindre indice pour reconstituer ce qui est arrivé dans le passé. Comme toutes ces îles abritent des espèces différentes avec des écomorphes identiques, une question s'impose. Ces écomorphes ont-ils évolué une bonne fois pour toutes avant de se répandre sur les différentes îles, ou ont-ils évolué séparément sur chacune des îles? Pour répondre à cette question, il faut reconstruire l'histoire de l'évolution des anolis dans les Caraïbes. L'arbre phylogénétique est un diagramme qui illustre les liens de parenté entre les espèces au cours de leur évolution. Comme un vrai arbre, l'arbre de l'évolution commence avec un tronc commun. Une espèce unique qui est l'ancêtre de toutes les autres. Quand cette première espèce se divise en deux, le tronc se ramifie. À mesure que l'arbre grandit, certaines branches meurent, ce sont les espèces éteintes, mais d'autres continuent à se développer et à se ramifier. Pour un groupe comme les anolis, dont il existe des centaines d'espèces encore vivantes, dresser un arbre complet est une tâche colossale. Heureusement, il existe un indice très utile aux scientifiques pour construire ces arbres, un élément présent dans chaque plante, dans chaque être vivant sur Terre, l'ADN. L'ADN change au cours du temps, il évolue. Plus deux espèces se sont ramifiées il y a longtemps, plus leurs ADN sont différents. Le séquençage de l'ADN nous permet de construire les arbres phylogénétiques. La forme de cet arbre, le schéma de ses ramifications, nous aide à comprendre comment les anolis ont évolué et se sont répandus à travers ces îles. Première hypothèse, tous les écomorphes ont évolué au même endroit avant d'aller coloniser les autres îles. Deuxième hypothèse, les anolis se sont d'abord développés dans les différentes îles, puis ont évolué en différents écomorphes, sur chacune des 4 îles. Jonathan et ses collègues ont prélevé des échantillons d'ADN sur 55 espèces d'anolis pour construire un arbre de l'évolution qui couvre tous les écomorphes des 4 îles. L'ADN devait pouvoir nous dire si tous les écomorphes avaient évolué indépendamment sur chacune des îles. L'arbre leur donna une réponse étonnante. Malgré toutes les différences qui les séparent, les anolis vivant sur une même île sont plus proches les uns des autres que des espèces qui leur ressemblent fortement mais qui vivent sur d'autres îles. Les anolis ont donc commencé par coloniser les différentes îles et ont ensuite évolué sur chacune d'entre elles en une communauté d'écomorphes virtuellement identiques aux autres. On avait la preuve irréfutable que ces écomorphes avaient évolué indépendamment. Jonathan et son équipe venaient de dégager une autre loi importante. Lorsque des espèces différentes vivent dans le même type d'environnement, elles peuvent développer des traits identiques pour assurer leur survie, encore et encore et encore. Ces résultats ont fait sensation parce qu'ils montraient que l'évolution se répète et suit des règles. Jusque-là, on pensait que la nature était si complexe et qu'elle avait évolué sur une échelle de temps si longue qu'on pouvait difficilement observer 2 fois le même schéma. Et aussi que si on rejouait le film de la vie, on aurait à chaque fois une issue différente. Alors que là, on avait 4 fois le même résultat sur les 4 îles. Jonathan a voulu creuser davantage cette idée, selon laquelle l'évolution serait en quelque sorte prévisible.
Je voulais tester l'hypothèse selon laquelle c'est la sélection naturelle qui est le moteur de l'évolution de ces caractéristiques. Jonathan allait s'aventurer sur des terres encore vierges pour découvrir quelque chose que Darwin n'aurait jamais imaginé. Darwin était un grand expérimentateur, on a tendance à l'oublier. Mais il n'a jamais testé son idée la plus importante, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Et on peut comprendre pourquoi. Il pensait que l'évolution était extrêmement lente, aussi lente que l'avancée des glaciers. Il pensait qu'il faudrait des milliers d'années avant que les changements soient perceptibles. Darwin avait raison dans un nombre incroyable de cas, mais en l'occurrence, ici, il s'est trompé. Il se trouve que les Anolis nous montrent quelque chose que Darwin n'aurait jamais pu concevoir, l'évolution en temps réel. Pour voir ça de plus près, nous filons vers les Bahamas. Sur les 4 îles principales des Caraïbes, les Anolis ont évolué dans différentes parties de la forêt et leur ADN a révélé qu'ils l'ont fait indépendamment sur chaque île. Cela s'est passé sur des millions d'années. Mais si nous pouvions observer l'évolution en train de se produire, Darwin savait que notre planète avait évolué très lentement, sur des périodes très longues. Et comme les plantes et les animaux s'adaptent à leur environnement, il pensait que leur processus évolutif était lui aussi très lent. Mais certains milieux sont beaucoup plus dynamiques que Darwin l'avait imaginé. L'archipel des Bahamas, par exemple, compte des centaines de petites îles souvent frappées par des ouragans. Ici, les espèces colonisent l'espace et disparaissent d'une année sur l'autre. Ces îles sont donc un laboratoire de choix pour étudier la survie et l'adaptation des espèces. C'est précisément ce qui a attiré le biologiste Rob Pringle dans les parages. Si tu arrives à imiter le mâle, tu attireras peut-être quelques femelles curieuses. Ah oui, il faut aussi que je fasse des pompes. J'étais là pour aider Rob à capturer des Anolis pour une vaste expérience sur leur évolution. Le meilleur moyen de les attraper, c'est avec un nœud coulant et une canne à pêche. On prend une canne, on y attache un fil avec un nœud au bout, et une fois qu'on a réussi à enfiler le nœud autour de la tête du lézard, on tire d'un coup sec et avec un peu de chance, on en a un au bout de la canne. Regarde-moi celui-là. Oh mince! J'ai eu le lézard et je suis tombé jusqu'aux cuisses dans un trou entre les rochers. Mais on est tous les deux indemnes. Oh, there we go. I'll leave it to the professionals from now on. Well, you know. Rob et ses collègues rapportent le fruit de leur pêche jusqu'à leur laboratoire de terrain pour prélever les échantillons d'ADN et mesurer avec précision le squelette des lézards au rayon X. Ils cherchent des traces d'évolution, mais pas sur des millénaires. Leur expérience portera sur quelques années à peine. Quand tu auras fini les mesures, elle reviendra sur le même perchoir. C'est ça. En se disant qu'elle a fait un drôle de rêve. Si les spécialistes des Anolis se pressent aux Bahamas depuis des décennies, c'est parce que c'est l'endroit idéal pour étudier l'évolution des lézards. Si vous trouvez une île assez petite pour étudier toute la population, mais assez grande pour que toutes les espèces puissent y survivre et s'adapter, c'est un peu l'équivalent d'une expérimentation en laboratoire. Dans les années 1970, l'écologiste Tom Shainer a introduit des Anolis dans de petites îles où il n'y en avait pas, pour étudier comment leur population se développait, diminuait, voire disparaissait. Depuis, certaines de ces populations se sont implantées et continuent à prospérer. Ces survivants ont donné à Jonathan une idée originale. Vérifier si les lézards s'étaient adaptés à leur nouveau milieu.
Sans le vouloir, Tom Shainer avait créé les conditions d'une expérience sur l'évolution, parce que les îles de départ et d'arrivée n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Les Anolis avaient été importés d'une île plus grande où ils vivaient sur de grands arbres, alors que là, ces îlots n'avaient pas d'arbres, juste des buissons, une végétation basse à tiges fines. Nous avons émis l'hypothèse que ces Anolis bruns, une fois transportés dans un milieu où les surfaces sont étroites, développeraient des pattes courtes. Les mêmes règles qui nous avaient permis de prévoir l'évolution sur les grandes îles des Caraïbes allaient-elles aussi s'appliquer aux îlots des Bahamas? Et si oui, serait-il possible d'observer cette évolution sur 14 années à peine? Peu de biologistes se seraient posé cette question. La plupart pensaient que l'évolution des espèces était trop lente pour être observée à l'échelle d'une vie humaine. Mais Jonathan a vu là l'occasion de mettre à l'épreuve cette idée reçue. Quand on fait de la biologie, il faut être créatif avant tout et poser les bonnes questions. C'est tout un art. Et si c'est un art, alors Jonathan, c'est Picasso. Dans les années 1990, Jonathan est retourné sur les îlots de Tom Shainer avec un nouveau projet. Comparer l'anatomie des nouvelles populations de lézards de ces îles avec les populations de leur île d'origine. Si les Anolis étaient différents, ce serait la preuve que ces populations avaient évolué en 14 ans à peine. Les résultats crevaient l'écran. Ces populations étaient bien différentes. Elles avaient évolué. Inutile de dire que c'était très excitant. Les lézards se différenciaient, exactement comme Jonathan l'avait imaginé. Sur les îles dont la végétation était légère, leurs pattes s'étaient raccourcies en à peine 14 ans. Même pour des animaux qui se reproduisent dès l'âge de 1 an, c'est extrêmement rapide. Darwin aurait été très surpris. Il pensait que l'évolution était si lente qu'il fallait attendre au moins 1000 ans pour pouvoir en observer les effets. Quand on a vu que les Anolis pouvaient s'adapter très rapidement à de nouvelles conditions, on a compris que ça nous ouvrait tout un nouveau champ d'expérimentation. Les spécialistes des Anolis ont pu dès lors poser de nouvelles questions. Par exemple, comment les prédateurs affectent-ils l'évolution? Ils ont pu chercher des réponses non plus uniquement grâce à un travail d'archéologue, mais en faisant des expériences et en observant l'évolution à l'œuvre sous leurs yeux. C'est exactement ce que font aujourd'hui Rob Pringle et Jason Colby aux Bahamas. Les Anolis bruns aiment bien cet endroit. Allons les chercher. Rob m'a montré comment marquer les Anolis à l'aide d'une peinture non toxique et soluble dans l'eau pour son expérience. Il y a un tout petit lézard à côté. C'est amusant comme exercice. Les lézards perdront ces marquages lors de leur prochaine mue. Mais il n'est pas nécessaire que la peinture reste très longtemps. On marque tous les Anolis qu'on trouve le premier jour. Puis, on revient le lendemain compter ceux qui sont marqués et ceux qui ne le sont pas. On a ainsi une idée du nombre total d'Anolis présents sur l'île. L'an dernier, on avait jusqu'à 400 lézards sur cette île. Ce rapide recensement permet aux chercheurs de mesurer la vitalité des Anolis sur différentes îles. Sur certaines d'entre elles, ces lézards sont en danger, car Rob et Jason ont introduit un autre spécimen, ennemi juré des Anolis bruns, l'iguane à queue recourbée. Il apparaît que cet intrus n'a pas seulement un impact sur le nombre d'Anolis, il est également à l'origine d'une sélection naturelle. Au bout de 6 mois de présence de l'iguane à queue recourbée, les Anolis dotés de pattes arrière plus longues survivent davantage. Probablement parce qu'ils courent plus vite au sol pour échapper aux prédateurs.
Peu à peu, les anolis prennent de la hauteur. Ils passent moins de temps au sol et plus sur les petites branches. Mais une fois qu'ils sont en sécurité loin de leurs prédateurs, la sélection naturelle produit un autre effet. Pendant cette période, la sélection s'inverse et favorise plutôt les anolis bruns qui ont des pattes arrière plus courtes, parce qu'ils se déplacent alors sur des branches étroites, et que les anolis à pattes courtes arrivent mieux à se déplacer dans cet environnement. Ces expériences mettent en lumière une autre règle propre à ces lézards. La sélection naturelle se passe tout le temps. Et elle résulte non seulement de l'interaction avec l'environnement, mais aussi de l'action des autres espèces. L'une d'elles en particulier pèse lourdement sur l'évolution des lézards. Comment les anolis s'adaptent-ils à l'omniprésence des hommes? Pour répondre à cette question, retour à la base, Miami, où nous allons découvrir leur incroyable capacité d'adaptation à la ville. Notre exploration nous a déjà montré que les lézards anolis pouvaient évoluer pour survivre dans un monde en mutation. Mais jamais au cours de leur longue histoire, ils n'ont eu un avenir aussi incertain que dans le monde des humains. En vivant à Miami, je vois des anolis autour de moi tous les jours. Mais la plupart de ceux que je vois ne sont pas vraiment d'ici. Ils viennent des îles de toute la zone Caraïbe. Le sud de la Floride est un melting pot d'anolis immigrés. Il n'y a qu'une seule espèce autochtone, mais 8 autres espèces ont élu domicile ici. Ils sont arrivés à Miami soit par le biais du commerce d'animaux domestiques, soit par les bateaux qui transportaient des denrées en provenance des Caraïbes. Les humains ne se contentent pas de faire venir les anolis dans la ville. Lorsque nous transformons des forêts vierges en déserts de béton, c'est la ville qui vient à eux. Quand ces lézards changent de milieu, ils sont confrontés à de nouveaux prédateurs, à une nouvelle concurrence. La plupart des anolis vivent sur les troncs des arbres, sur les branches, tout là-haut dans la canopée. Mais dans un environnement urbain, la végétation a été remplacée par des bâtiments, des murs, des réverbères. Ces surfaces sont plus lisses et plus difficiles à escalader que les arbres et les rochers. Et ce n'est pas le seul défi de la vie urbaine. En remplaçant la végétation naturelle par du béton, par de l'asphalte, on a modifié tout l'environnement thermique. Il fait beaucoup plus chaud que dans la nature. Comme les lézards ne peuvent pas réguler la température de leur corps de l'intérieur, la chaleur de la ville est une menace pour leur survie. Parfois, les obstacles sont trop nombreux, ils ne peuvent pas y faire face. Mais certains survivent et même s'adaptent à ces nouvelles conditions. L'un de ces survivants est l'anolis à crête de Porto Rico, qui prospère dans toutes les villes de l'île. Les chercheurs, Christine Winchell et Shane Campbell-Stetton, veulent comprendre comment cette espèce s'adapte à la vie dans les villes. La question qui traverse toute ma recherche est celle de la possible influence des êtres humains sur le cours de l'évolution. À quel rythme ces animaux peuvent-ils évoluer? Et pourront-ils tenir la cadence des changements induits par les activités humaines? Les gens sont surpris quand ils me voient arpenter les quartiers avec une canne à pêche à la main. C'est vrai que c'est bizarre. Je tends ma canne à pêche en direction des arbres ou des murs, ce qui est encore plus étrange. On me pose beaucoup de questions. Pour voir si les lézards s'adaptent à la vie en ville, Christine et Shane collectent des anolis sur des sites urbains et naturels et les ramènent à leur laboratoire de terrain pour comparer leur anatomie et leur performance physique. Christine a découvert que les lézards des villes ont les pattes plus longues et les cétaées plus larges que les lézards des forêts. La question, est-ce que ça leur change vraiment la vie? Pour le savoir, Christine a organisé de nouveaux Jeux olympiques afin de tester les performances des anolis en milieu urbain. Première épreuve de la compétition, sprint sur 3 différents revêtements.
On les fait courir sur du béton peint, sur de l'écorce et sur du métal non peint. On est vraiment curieux de voir si les lézards des forêts courront aussi vite que les citadins sur ce genre de surface. Tandis que les lézards de Christine courent sur leur piste miniature, Shane organise une expérience d'un autre genre, moins sportive, pour voir comment les anolis des villes s'accommodent de la chaleur en milieu urbain. Les reptiles sont des animaux à sang froid. Leur biologie est très liée à des questions de température. Pour calculer à partir de combien de degrés un lézard cesse de fonctionner, on fait progressivement monter sa température en le retournant régulièrement sur le dos. Shane ne fait pas souffrir ces lézards, mais à mesure que la température monte, ils finissent par avoir trop chaud pour réagir. Cette expérience mise sur un réflexe du lézard qui cherche toujours à se remettre sur ses pattes. Shane note la température au-delà de laquelle le lézard ne peut plus se retourner. Puis il se dépêche de le rafraîchir. Après avoir capturé et testé des centaines d'anolis, il était temps de confronter les résultats et les performances des deux familles. En moyenne, les lézards des villes supportaient des températures de 1 degré supérieures à celles tolérées par les autres lézards. Une différence de 1 degré, ça peut sembler peu, mais pour un lézard, ça change tout. 1 degré de plus, et il n'arrive plus à être actif sur toute une journée, à se nourrir convenablement et à se reproduire. Au lieu de ça, il doit passer son temps à l'ombre pour essayer de se rafraîchir. Les lézards des villes ont des facilités pour courir sur les surfaces lisses présentes en milieu urbain. Les lézards des villes courent plus vite, sur tous les supports. Et c'est encore plus visible sur les surfaces verticales très lisses, comme le métal et le béton peint. Leur capacité à se déplacer rapidement sur ces surfaces a un impact considérable sur leur survie dans cet habitat. Ces petits lézards n'ont pas fini de surprendre les chercheurs avec leur capacité d'adaptation, même dans des milieux qui évoluent très vite. Les recherches de Christine et Shane ont montré que le processus d'évolution des anolis les aide aussi à s'adapter et survivre dans le monde moderne. On pensait avoir terminé notre voyage, quand on a entendu parler d'une nouvelle découverte en République dominicaine. Une nouvelle espèce d'anolis, très étrange, qui a surpris les scientifiques les plus chevronnés. Il fallait qu'on la voie. L'un des rares à pouvoir nous montrer où la trouver était Luke Malheur, le premier qui l'avait recensé. C'était tout à fait inattendu. C'est un anolis géant qui vit dans les arbres en hauteur et qui ressemble étonnamment à un groupe de lézards qu'on avait jusque-là localisé uniquement à Cuba. Cet anolis représente potentiellement un nouvel écomorphe. Luke nous conduit là où il a vu le mystérieux animal pour la première fois. On est dans un milieu de forêt sèche, mais il y a quand même des mousses espagnoles, beaucoup de lichens. J'ai jamais vu un endroit pareil. Sympa son petit perchoir. Luke nous conseille de chercher ces lézards de nuit quand ils sont endormis. Si on en trouve un ce soir, je te jure, je deviens fou. C'est une menace ou une promesse? Une promesse. On voulait être la première équipe à filmer ce nouveau lézard, l'un des plus intrigants du monde. Mais plus facile à dire qu'à faire. Il faut être au bon endroit, savoir ce qu'on cherche et avoir de la chance. Luke nous avait décrit l'animal. Un lézard grisâtre d'aspect moussu, endormi sur une branche grisâtre d'aspect moussu. Jamais vu autant de tarentules. Bienvenue chez moi.
Après avoir passé 5 heures à scruter des branches dans le noir, on finit par voir des choses qui n'y sont pas. J'ai sommeil. La nuit a été longue et on est bredouille. À part plusieurs centaines de tarentules et quelques piqûres d'insectes, on n'avait rien. On va en trouver un. Mais pas cette nuit. Il nous restait encore une nuit en République dominicaine. Une ultime chance d'être les premiers à faire des images de cette espèce inconnue. Mais le découragement se faisait sentir. Nous voici repartis, sur les pistes de cette région reculée. Une expédition nocturne pour documenter en images une espèce complètement nouvelle pour la science. La tension monte. Si vous repérez un lézard et qu'il ne vous a pas vu, éloignez-vous tout de suite. Ne l'effrayez pas avec vos lampes. Retenez bien où il se trouve et prévenez les autres par radio. Quelques heures passent et Luke reçoit un appel radio. On en a un. J'arrive. Quel arbre? Oui, c'est bien un Anolis landestei. On en tient un. Il est où? Je vais te montrer. Attention à ne pas lui faire peur. Tu vois cette petite tache blanche? C'est ça. Un petit genou avec la tête en bas. Notre première Anolis landestoi. Passé la première émotion, on est rattrapé par la réalité. L'animal était suspendu à une branche à 9 mètres du sol. Impossible de le filmer. Notre seule chance était d'attendre le lever du soleil dans l'espoir qu'il se déplace assez bas pour être à notre portée. Je viens d'avoir une idée. On va approcher la voiture et l'attraper du toit. On se hisse tous les deux sur le toit. Nate regarde dans le viseur pour me guider parce que je ne vois pas ce que je fais. Ouais. Tu l'as! Je l'ai eu! La meilleure capture de lézard que j'ai jamais vue. Voilà l'Anolis le plus rare du monde. On dirait un petit dinosaure. Il essaie de me mordre. C'est lui qu'on cherchait depuis le début du voyage. Très peu de chercheurs ont eu la chance de voir ce lézard. C'est exceptionnel d'en tenir un dans sa main. En le regardant remonter dans son arbre, nous nous sommes dit que décidément, nous n'étions pas au bout de nos surprises avec ces petites bêtes. Hispaniola. Une île que les chercheurs étudient depuis des décennies, recelait donc encore un secret. Une espèce très différente des autres présentes sur l'île et que personne n'avait encore identifiée. Cette aventure nous a appris à quel point on en sait peu sur les Anolis. Même sur les espèces les plus communes, celles que les scientifiques étudient depuis des décennies, on est loin de savoir toute leur vie. Après ma licence à la fac, je me disais, pas question d'étudier les Anolis. Je pensais qu'on avait tout exploré. Bien sûr, c'était très naïf de ma part. C'est à peine si on a effleuré le sujet. Nous avons suivi la piste des Anolis pendant plus d'1 an. Des îles des Caraïbes jusqu'au laboratoire universitaire, des îlots des Bahamas jusqu'à Miami. Nous avons commencé ce voyage avec beaucoup de certitude. Mais aujourd'hui, nous avons tiré de cette aventure un enseignement plus profond. Découvrir la diversité des espèces d'Anolis sur une île comme Porto Rico, c'est un peu comme aller visiter le Louvre et toutes ses collections. C'est beau,
C'est complexe et c'est proprement fascinant. Quand j'étais chercheur, que j'étudiais les lézards, les gens me demandaient « mais pourquoi les lézards ?» Je comprends qu'on se pose la question. Ce n'est pas toujours facile de saisir pourquoi quelqu'un déploie tant d'énergie pour essayer de comprendre comment vivent ces animaux. Mais la vie sur Terre est extrêmement complexe. Et essayer de comprendre les lois qui régissent cette diversité, c'est aussi comprendre la place que nous occupons dans le monde. Et peu d'organismes vivants nous en apprennent autant sur ces lois que les Anolis.